À l'hiver de 1943, dans un petit salon de coiffure niché dans une ruelle étroite de Varsovie, en Pologne, un homme nommé Eugeniusz Wazowski se tenait derrière son fauteuil de barbier en cuir, rasoir droit à la main, observant à travers sa vitrine couverte de givre les officiers allemands qui défilaient dans leurs uniformes impeccablement repassés. Le salon sentait le bérum et les serviettes chaudes, la même odeur qui avait empli cet espace depuis 3 générations. Mais tout le reste avait changé. Les nazis avaient transformé Varsovie en un cauchemar de points de contrôle, de couvre-feu et d'exécution publique. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, impossiblement, le salon de Wazowski restait l'un des rares endroits où les officiers allemands de haut rang se sentaient suffisamment à l'aise pour baisser leur garde, pour s'adosser dans le fauteuil, fermer les yeux et abandonner leur gorge à la lame d'un barbier polonais. Ils n'avaient aucune idée qu'ils étaient assis dans le fauteuil d'un homme qui avait déjà décidé de les tuer. Non pas avec le rasoir, mais avec quelque chose de bien plus insidieux. Quelque chose qu'ils ne verraient jamais venir avant que ce ne soit déjà en eux, se répliquant dans leur sang. Wazowski n'était pas un soldat, pas un espion, pas même un membre de la résistance polonaise à titre officiel. Avant la guerre, il avait été exactement ce qu'il paraissait être. Un barbier de quartier qui coupait les cheveux, taillait les barbes et écoutait les commérages des Polonais de la classe ouvrière qui lui confiaient leurs secrets et leurs samedis matins. Il avait 41 ans, parlait doucement, avec des mains délicates qui ne tremblaient jamais, même lorsque le rasoir droit glissait sur la gorge d'un client. Et il avait une femme et 2 jeunes filles qui dépendaient de lui pour rester invisibles, pour garder la tête baissée, pour survivre. Mais Wazowski avait aussi été étudiant en médecine avant que la Grande Dépression ne le force à abandonner ses études. Et il se souvenait suffisamment des maladies, de la transmission, des guerres microscopiques livrées à l'intérieur du corps humain pour comprendre qu'il existait des armes plus terrifiantes que les balles. Des armes qui pouvaient passer tous les points de contrôle, toutes les inspections, tous les interrogatoires et frapper au cœur d'un ennemi qui se croyait intouchable. Wazowski savait que les Allemands aimaient la routine, aimaient la propreté, aimaient le rituel d'un rasage en bonne et due forme, administré par des mains expertes, dans une pièce chaude et calme, où ils pouvaient prétendre pendant 20 minutes qu'ils n'étaient pas des occupants, mais des gentlemen. Chaque mardi et vendredi, comme une horloge, des officiers du commandement local arrivaient au salon de Wazowski, parfois seuls, parfois par 2, s'attendant toujours au même traitement. Des serviettes chaudes parfumées à la lavande, un rasage de près, une coupe si nécessaire, et un silence absolu, à moins qu'ils n'engagent la conversation. Wazowski avait appris à les lire, à anticiper leurs humeurs, à savoir quand hocher la tête avec sympathie face à leurs plaintes sur l'hiver polonais, et quand simplement laisser le silence peser lourdement pendant qu'ils somnolaient dans le fauteuil. Il était devenu invisible pour eux, un meuble, une fonction plutôt qu'un homme. Et cette invisibilité était devenue son plus grand avantage, car les hommes invisibles voient tout, entendent tout, et ne sont jamais soupçonnés de rien. Ce que les officiers allemands ne savaient pas, ce qu'ils n'auraient pas pu savoir, c'était que Wazowski menait une expérience mortelle et désespérée, née à parts égales de curiosité scientifique et de rage brûlante. 6 mois plus tôt, il avait pris contact avec le docteur Stanislav Matulewicz, un ancien collègue de ses années d'études médicales, qui travaillait désormais en secret avec la résistance polonaise, et ensemble ils avaient développé une technique si audacieuse, si horrifiante dans sa simplicité, que même les dirigeants de la résistance avaient été réticents à l'approuver. Ils avaient découvert un moyen de cultiver des bactéries vivantes du typhus, de les maintenir viables en dehors du corps humain pendant des périodes prolongées, et de les transférer par des moyens apparemment innocents. Le typhus, l'antique fléau des armées et des prisons, la maladie qui avait tué plus de soldats à travers l'histoire que toutes les balles et baïonnettes réunies, pouvait être transformé en arme non pas avec des bombes ou des seringues, mais avec quelque chose d'aussi banal et omniprésent que des serviettes de salon de coiffure. Le plan était presque élégant dans son horreur. Wazowski traiterait ses clients allemands exactement comme il l'avait toujours fait, avec la même courtoisie, la même attention aux détails, les mêmes serviettes chaudes pressées contre leur visage fraîchement rasé. Mais certaines serviettes, des serviettes spécialement préparées qui avaient l'apparence et l'odeur identiques à toutes les autres, porteraient la mort dans leurs fibres. Les bactéries se transféreraient par les micro-abrasions laissées par le rasoir, des coupures invisibles si petites que les officiers ne les sentiraient jamais. Et en quelques jours, la fièvre commencerait. En 1 semaine, le typhus circulerait dans leur organisme.
et en 2 semaines, certains d'entre eux seraient morts, tandis que d'autres seraient si affaiblis qu'ils ne se remettraient jamais complètement. La beauté de la maladie, d'un point de vue tactique, était sa capacité à se propager. Un officier infecté retournerait à sa caserne, partagerait des verres avec ses collègues, et la contagion se répandrait en cercles concentriques, chaque nouveau cas créant le chaos dans la structure de commandement, forçant des quarantaines, épuisant les ressources médicales et surtout faisant peur aux Allemands. Mais alors que Wazowski se tenait dans son salon ce matin d'hiver, regardant un autre officier s'approcher de sa porte, ses bottes crissant dans la neige, il comprenait le poids de ce qu'il était sur le point de faire. Ce n'était pas la guerre telle que les poètes la décrivaient, pas la gloire ni l'honneur ni le choc des armées sur un champ ouvert. C'était quelque chose de plus sombre, de plus intime, une violation de tous les serments qu'il avait failli prêter en tant qu'étudiant en médecine, une trahison de la confiance que même un ennemi plaçait dans les mains qui tenaient le rasoir contre sa gorge. Pourtant, Varsovie brûlait chaque nuit. Ses voisins disparaissaient dans des wagons à bestiaux en direction de camps dont les noms étaient murmurés comme des malédictions. Et des enfants mouraient de faim dans les rues tandis que les officiers allemands mangeaient 3 repas par jour et se plaignaient de la qualité de la vodka polonaise. La porte du salon de coiffure s'ouvrit. L'air froid s'engouffra et Wazowski sourit, hocha la tête et fit signe vers le fauteuil, sa main atteignant déjà une serviette qui trempait dans un bassin spécial depuis l'aube. L'officier qui entra ce matin-là était Hermann Friedrich Weiss, un coordinateur logistique pour les lignes d'approvisionnement de la Wehrmacht traversant la Pologne occupée. Un homme d'une 30aine d'années, avec des cheveux blonds clairsemés et un penchant pour discuter de la supériorité de l'ingénierie allemande, pendant que Wazowski travaillait la mousse sur ses joues. Weiss n'était pas un monstre au sens théâtral du terme, pas un sadique hurlant, ni un commandant de camp avec du sang sur les mains, mais plutôt le genre de mâle bureaucratique. L'homme qui calculait les horaires de train qui transporteraient efficacement le grain volé hors de Pologne, pendant que les fermiers polonais mouraient de faim, qui réquisitionnait des manteaux de laine dans les entrepôts, sachant que les familles qui les avaient cousus gèleraient sans eux. Il s'installa dans le fauteuil de barbier avec un soupir satisfait, retirant sa casquette et la plaçant soigneusement sur la table d'appoint, complètement inconscient que ce rendez-vous routinier du mardi serait le moment où sa vie commencerait sa descente irréversible vers la fièvre, le délire et un lit d'hôpital dont il ne se remettrait jamais vraiment. Wazowski accomplit le rituel avec une précision exercée, affilant son rasoir contre la lanière de cuir qui pendait de l'accoudoir du fauteuil, le son familier du frottement emplissant le petit salon, tandis que Weiss fermait les yeux et commençait son monologue habituel sur l'incompétence de ses collègues officiers. Le barbier écoutait avec le même silence attentif qu'il maintenait toujours, hochant la tête aux moments appropriés, murmurant des approbations non engageantes, tout en passant mentalement en revue la procédure que lui et le docteur Matulevitch avaient répétée des dizaines de fois dans le sous-sol d'une pharmacie abandonnée de l'autre côté de la ville. La culture de typhus avait été préparée 3 jours plus tôt, mélangée à une solution saline qui permettait aux bactéries de rester viables, puis soigneusement appliquée sur des serviettes spécifiques que Wazowski gardait séparées de son stock habituel dans une armoire fermée à clé sous l'évier. Le risque était énorme. S'il se contaminait lui-même, s'il utilisait la mauvaise serviette par accident, si une seule goutte de la solution infectée touchait une coupure ouverte sur ses propres mains, il deviendrait le patient zéro de sa propre peste, et sa famille le regarderait mourir dans l'agonie. La serviette chaude fut appliquée en premier, celle qui était sûre, la vapeur s'élevant du visage de Weiss, tandis que l'officier allemand se détendait dans la chaleur, sa respiration ralentissant, sa garde se dissolvant dans la chaleur confortable. Wazowski travailla le savon à raser en une mousse épaisse, l'appliqua avec des mouvements circulaires et réguliers, puis commença le rasage lui-même, le rasoir glissant sur la joue de Weiss avec l'assurance d'un homme qui avait accompli ce geste 10 000 fois. La lame était tranchante, fraîchement aiguisée ce matin-là, et elle laissait la peau lisse, mais aussi microscopiquement endommagée, des abrasions invisibles qui serviraient de porte d'entrée pour ce qui allait suivre. Weiss discourait sur un retard d'expédition à Cracovie, sur les travailleurs polonais paresseux qui avaient besoin de plus de discipline, sur ses projets de demander un transfert en France, où le temps était meilleur et le vin exceptionnel. Et Wazowski répondait par des sons d'intérêt appropriés tout en atteignant la seconde serviette, celle qui avait trempé dans le bassin spécial, celle qui portait la mort dans ses fils.
La serviette contaminée était identique à toutes les autres serviettes du salon. Blanche, propre, pliée dans le même rectangle précis, chauffée à la même température dans le même bassin métallique. Wazowski la souleva de ses mains fermes, la secoua d'un claquement exercé et la pressa fermement contre le visage fraîchement rasé de Weiss, la maintenant là pendant les 15 secondes prescrites, tandis que l'officier allemand soupirait de plaisir à cette sensation. Les bactéries se transférèrent à cet instant, glissant du tissu à la peau, trouvant les micro-coupures laissées par le rasoir, commençant leur invasion invisible du système sanguin de Weiss. La période d'incubation du typhus était généralement de 10 à 14 jours, ce qui signifiait que Weiss quitterait ce salon en se sentant rafraîchi et satisfait, retournerait à son bureau, à ses calculs et à sa brutalité efficace, dormirait bien pendant plus d'une semaine avant que le premier mal de tête n'arrive, avant que la fièvre ne commence son ascension, avant que son corps ne devienne un champ de bataille entre son système immunitaire et un ennemi qu'il n'avait jamais vu venir. Wazowski retira la serviette, appliqua un baume après rasage rafraîchissant et aida Weiss à se lever du fauteuil, acceptant la poignée de zloty que l'officier déposa sur le comptoir avec un hochement de tête respectueux. Weiss s'examina dans le miroir, passant une main sur sa joue lisse, exprimant sa satisfaction pour le travail, puis partit dans le froid matin varsovien, la clochette au-dessus de la porte tintant joyeusement à son départ. Le barbier resta seul dans son salon, fixant la serviette contaminée maintenant froissée dans le bassin, et sentit le poids de ce qu'il venait de faire s'installer sur ses épaules comme un fardeau physique. Il n'y avait plus de retour en arrière maintenant, aucun moyen d'annuler l'infection, aucune méthode pour rappeler les bactéries qui se multipliaient maintenant à l'intérieur du corps de Weiss. L'arme avait été déployée, silencieuse et invisible. Et tout ce qui restait était d'attendre que la fièvre commence son œuvre, de regarder la structure de commandement allemande à Varsovie commencer à se fissurer sous la pression d'un ennemi qu'il ne pouvait pas voir, ne pouvait pas combattre et ne pouvait pas comprendre. Le premier signe que l'infection avait pris vint 11 jours plus tard, non pas de Weiss lui-même, mais de l'annulation soudaine de rendez-vous qui avaient été programmés des semaines à l'avance. 3 officiers allemands, qui étaient des clients réguliers du salon de Wazowski, ne se présentèrent pas à leur créneau du mardi. Une perturbation sans précédent dans la routine rigide que les occupants maintenaient avec une dévotion presque religieuse. Le barbier se tenait près de sa fenêtre, observant la rue, notant l'absence inhabituelle de véhicules de la Wehrmacht, l'énergie nerveuse des civils polonais qui semblaient sentir que quelque chose avait changé dans l'équilibre invisible du pouvoir. Le mercredi, des murmures commencèrent à circuler dans le quartier. Des officiers allemands tombaient malades avec des fièvres mystérieuses. L'infirmerie de la garnison avait été placée sous protocole de quarantaine, et des médecins militaires avaient été convoqués de Berlin pour enquêter sur ce qu'ils soupçonnaient initialement être une épidémie localisée de grippe. Wazowski écoutait ces rumeurs avec une neutralité soigneusement contrôlée, exprimant une inquiétude appropriée lorsqu'il était interrogé par ses voisins. Mais à l'intérieur de sa poitrine, son cœur battait avec un mélange de triomphe et de terreur, car il savait exactement ce qui se répandait dans les rangs allemands, et il savait que ce n'était que le commencement. Le docteur Matulevitch prit contact le 4e jour de l'épidémie, apparaissant au salon de coiffure juste avant l'heure de fermeture, sous prétexte d'avoir besoin d'une coupe de cheveux, et dans le langage codé prudent qu'ils avaient développé, confirma ce que Wazowski avait espéré et redouté. Le typhus avait été positivement identifié chez au moins 7 officiers, avec de nouveaux cas émergeant quotidiennement. Le corps médical allemand était dans le chaos, incapable de déterminer la source de l'infection, menant des inspections des approvisionnements alimentaires, des sources d'eau et des installations de logement tout en négligeant complètement le seul endroit où tous leurs officiers s'étaient rassemblés, un humble salon de coiffure où ils s'étaient sentis en sécurité, détendus et totalement vulnérables. Les mains de Matulevitch tremblaient légèrement tandis qu'il transmettait ces informations, sa voix à peine au-dessus d'un murmure, car les 2 hommes comprenaient l'ampleur de ce qu'ils avaient déclenché. Le typhus n'était pas une arme de précision, pas une balle qui ne frappait que sa cible prévue, et si l'infection se propageait au-delà du commandement allemand dans la population générale de Varsovie, les conséquences seraient catastrophiques pour les personnes mêmes qu'ils essayaient de protéger. Le calcul éthique que Wazowski avait fait durant ces mois d'hiver était brutal dans sa clarté.
Les Allemands avaient déjà condamné Varsovie à une mort lente par la famine, la déportation et le meurtre systématique, et tout ce qui perturbait leur capacité à administrer efficacement cette destruction était justifié, même si cela signifiait manier la maladie comme une arme. Il avait étudié l'histoire du typhus, savait qu'il prospérait dans des conditions de surpeuplement et de mauvaise hygiène, savait que les casernes allemandes avec leur protocole d'hygiène méticuleux étaient en fait moins vulnérables à une épidémie généralisée que les quartiers polonais exigus où les familles vivaient à 10 par pièce. La maladie brûlerait à travers le corps des officiers comme un feu de forêt dans du bois sec, mais elle aurait du mal à s'établir dans une population qui avait déjà été exposée à d'innombrables privations et avait développé, par terrible nécessité, une sorte de résilience biologique. C'était un pari, un risque calculé, basé sur des données épidémiologiques et un espoir désespéré. Et chaque matin, Wazowski se réveillait en se demandant s'il avait commis une erreur catastrophique qui entraînerait la mort de milliers de Polonais innocents. À la fin de la 2e semaine, la réponse allemande était passée de l'inquiétude à la panique. Le Hauptmann Weiss était mort, son corps consumé par la fièvre en seulement 9 jours. Ses dernières heures s'étaient écoulées dans une agonie délirante, tandis que ses organes cessaient de fonctionner un par un. 2 autres officiers étaient dans un état critique, leur pronostic sombre, et le commandant de la garnison avait ordonné un confinement complet de toutes les installations militaires, annulant les permissions, restreignant les déplacements et exigeant des réponses du personnel médical qui n'en avait aucune à donner. La Gestapo commença à mener des interrogatoires, raflant les travailleurs polonais qui avaient eu des contacts avec le personnel allemand, cherchant des saboteurs ou des empoisonneurs, partant du principe que cette épidémie était un acte délibéré de guerre biologique, mais concentrant leurs soupçons sur le personnel de cuisine, les blanchisseuses et les équipes de nettoyage. Le salon de coiffure, avec son atmosphère paisible et l'attitude servile de son propriétaire, n'apparut jamais sur leur liste de vecteurs de menaces potentielles, car les Allemands ne pouvaient tout simplement pas concevoir qu'un homme qui les avait rasés avec une déférence si attentive puisse être l'architecte de leur destruction. Wazowski maintint sa routine avec une discipline de fer, ouvrant sa boutique à l'heure habituelle, arrangeant ses outils avec le même soin méticuleux, traitant les quelques clients non allemands qui osaient encore entrer, avec la même courtoisie professionnelle qu'il avait toujours offerte. Il s'était débarrassé des serviettes contaminées, les brûlant dans le fourneau de sa boutique et dispersant les cendres dans la vistule, éliminant toute preuve physique de sa méthodologie. La culture de typhus elle-même avait été détruite, les récipients en verre brisés et enterrés dans un endroit connu seulement de lui et de Matulich. Et les 2 hommes avaient convenu de suspendre toute opération ultérieure jusqu'à ce qu'ils puissent évaluer toute l'étendue de ce qu'ils avaient déjà mis en mouvement. L'arme avait été tirée. Les dégâts se propageaient. Et maintenant, ils ne pouvaient que regarder la structure de commandement allemande à Varsovie commencer à se fissurer sous la pression d'un ennemi invisible qui frappait sans prévenir, ne montrait aucune pitié et laissait les survivants affaiblis et terrifiés, sursautant à chaque symptôme, chaque mal de tête, chaque légère élévation de température qui pourrait signaler le début de leur propre descente dans la fièvre. Le véritable génie de la méthode de Wazowski se révéla non pas dans les victimes initiales, mais dans les effets secondaires qui se propagèrent à travers l'appareil d'occupation allemand, comme des fissures s'étendant sur la glace. Dans les 3 semaines suivant la mort de Weiss, la Wehrmacht avait perdu 17 officiers du typhus, avec 32 autres hospitalisés à divers stades de la maladie, et l'impact psychologique de ces pertes dépassait de loin leur importance numérique. Les soldats allemands qui avaient marché à travers la Pologne avec une confiance absolue en leur supériorité parcouraient maintenant les rues de Varsovie avec une anxiété visible, évitant le contact avec les civils polonais, refusant de manger dans les établissements locaux et exigeant que tous les services personnels soient fournis exclusivement par du personnel allemand, acheminé par avion depuis le Reich. Le salon de coiffure, qui avait autrefois été un refuge pour les officiers cherchant un moment de normalité civilisée, restait maintenant vide, son fauteuil de cuir accumulant la poussière, car la simple pensée de permettre aux mains d'un barbier polonais de s'approcher de leur gorge était devenue intolérable pour des hommes qui comprenaient soudain leur propre vulnérabilité d'une manière qu'aucune attaque de partisans ou sabotage ne leur avait jamais enseignée. Les autorités d'occupation répondirent avec les seuls outils qu'elles connaissaient,
la violence, l'intimidation et la punition collective. La Gestapo arrêta 43 travailleurs médicaux polonais soupçonnés de propager délibérément la maladie, les soumettant à des interrogatoires qui laissèrent 3 morts et une douzaine définitivement mutilés. Mais la torture ne donna rien, car les prisonniers ne savaient véritablement rien sur la source de l'épidémie. Les inspecteurs d'hygiène allemands s'abattirent sur Varsovie comme une plaie à eux seuls, fermant restaurants, boulangeries et établissements publics, imposant des exigences sanitaires draconiennes qu'il était impossible pour des civils affamés de respecter, et exécutant les propriétaires d'entreprises dont les établissements échouaient à l'inspection. L'ironie n'échappa pas à Vazovski. Les Allemands infligeaient maintenant plus de souffrance à la population de Varsovie que la maladie elle-même n'en avait causé, détruisant des moyens de subsistance et des vies dans une tentative désespérée de contenir un ennemi qui avait déjà accompli sa mission et disparu sans laisser de traces. Ce qui terrifiait le commandement allemand plus que les morts elles-mêmes était le mystère entourant l'origine de l'épidémie. Les médecins militaires avaient retracé les schémas d'infection, interrogé les survivants, examiné chaque vecteur possible de transmission et étaient arrivés à une conclusion qui n'avait aucun sens stratégique. La maladie avait émergé simultanément dans plusieurs endroits, sans aucun lien apparent, sauf que toutes les victimes initiales étaient des officiers de rang similaire qui n'avaient aucun contact social en dehors de leurs fonctions officielles. Le caractère aléatoire de tout cela les hantait. La possibilité que le typhus puisse simplement se manifester n'importe où, frapper n'importe qui, indépendamment des précautions ou des protocoles. Ils n'envisagèrent jamais le salon de coiffure, car leur enquête se concentrait sur les lieux où de grands groupes se rassemblaient, sur les installations de préparation alimentaire et les sources d'eau, sur les cibles logiques de la guerre biologique. Et un salon de coiffure à une seule chaise, où les hommes recevaient une attention individuelle, dans un confort aseptisé, ne correspondait tout simplement pas à leur modèle de propagation des maladies ou de fonctionnement des résistants. Wazowski observait ce chaos se dérouler derrière la vitrine de sa boutique. Un observateur silencieux des conséquences de ses actes, et le poids de tout cela s'installait dans ses os comme un empoisonnement radioactif. Il avait tué des hommes. Il n'y avait pas d'euphémisme qui puisse adoucir cette réalité. Et bien que ces hommes aient été des participants à une occupation maléfique, beaucoup d'entre eux avaient aussi été jeunes, loin de chez eux, suivant des ordres qu'ils comprenaient à peine. Weiss était mort en hurlant pour sa mère, délirant de fièvre, son corps couvert de l'éruption caractéristique qui donnait au typhus son nom alternatif, fièvre tachetée. Les rapports qui filtraient à travers la résistance polonaise décrivaient des salles d'hôpital remplies de souffrances qui transcendaient la politique ou la nationalité. Des êtres humains réduits à des créatures se tordant, ravagés par la fièvre, suppliant pour un soulagement que la médecine ne pouvait fournir. Vazovski avait déchaîné cette souffrance avec une intention délibérée, avait calculé le coût et décidé qu'il était acceptable. Mais accepter la nécessité d'une action n'effaçait pas le fardeau moral de l'avoir accompli. Et il commença à comprendre pourquoi les soldats qui survivaient aux guerres passaient souvent le reste de leur vie à essayer d'oublier ce qu'ils avaient fait au nom de la victoire. Pourtant, même si la culpabilité le rongeait pendant les nuits sans sommeil, Wazowski ne pouvait nier le succès stratégique de son opération. L'administration allemande à Varsovie s'était effectivement immobilisée, paralysée par la peur et la suspicion, avec des officiers refusant les affectations en Pologne et demandant des transferts vers pratiquement n'importe quel autre territoire occupé. Les déportations systématiques qui avaient fonctionné avec une efficacité d'horlogerie avaient ralenti jusqu'à presque s'arrêter, car le personnel nécessaire pour les organiser et les exécuter tombait malade ou était réaffecté pour faire face à la crise sanitaire. La résistance estimait que la peste du salon de coiffure de Vazovski avait sauvé au moins 2000 vies en perturbant la machinerie de destruction, gagnant du temps pour que des familles se cachent, pour que les réseaux de résistance se réorganisent, pour que l'information sur les camps de la mort se répande et permette à certains de s'échapper. C'étaient des vies qui ne sauraient jamais qui les avait sauvées, qui n'apprendraient jamais l'existence du barbier discret qui avait transformé sa boutique en arme. Et Vazovski acceptait cet anonymat comme le prix de sa survie, sachant que la reconnaissance signifierait l'exposition et que l'exposition signifierait la mort. À la 6e semaine de l'épidémie, l'établissement médical militaire allemand avait engagé à Varsovie des ressources qui auraient été mieux déployées pour soigner les soldats blessés sur le front de l'Est
où la Wehrmacht se vidait de son sang face à la résistance soviétique. Des épidémiologistes de l'université de Berlin arrivèrent avec leurs microscopes et leurs graphiques, convaincus qu'ils identifieraient rapidement la source et rétabliraient l'ordre dans ce qu'ils considéraient comme un problème fondamentalement soluble. Mais Varsovie les vainquit aussi complètement qu'elle avait vaincu toutes les autres tentatives allemandes d'imposer un contrôle rationnel sur le chaos de l'occupation. Ils testèrent les approvisionnements en eau, examinèrent le bétail, inspectèrent les systèmes d'égouts et menèrent des dépistages sanitaires de porte en porte qui terrorisèrent la population polonaise, mais ne révélèrent rien, sinon que le typhus restait obstinément confiné au personnel allemand. Un schéma si inhabituel que certains médecins commencèrent à chuchoter sur des possibilités que leur formation scientifique leur disait impossibles. Une guerre biologique ciblée, d'une sophistication que même les laboratoires les plus avancés du Reich ne pouvaient atteindre. La percée dans l'enquête allemande ne vint pas de la science médicale, mais de la minutie bureaucratique, quand un officier subalterne chargé d'examiner les registres de réquisition remarqua une anomalie dans la chronologie. Chaque officier infecté avait soumis des notes de frais dans les semaines précédant sa maladie, et enfoui dans ces documents financiers banals se trouvait un schéma. Ils avaient tous demandé un remboursement pour des services de soins personnels, coupe de cheveux et rasage, obtenus dans des établissements polonais locaux pendant la même fenêtre de temps étroite. La découverte déclencha une action immédiate, avec des agents de la Gestapo se déployant à travers Varsovie pour inspecter chaque salon de coiffure, salon de beauté et établissement de bain qui avait servi du personnel allemand. Et Wazowski reçut la nouvelle de la descente imminente d'une employée polonaise compatissante des bureaux administratifs allemands qui risqua sa vie pour envoyer un messager à sa porte. Il avait environ 4 heures avant l'arrivée de la Gestapo. 4 heures pour décider s'il devait fuir dans le réseau clandestin qui lui avait offert refuge à plusieurs reprises, ou rester et affronter un interrogatoire qui se terminerait presque certainement par son exécution. Le calcul de cette décision était compliqué par des facteurs qui transcendaient la survie personnelle. La famille de Wazowski avait déjà été transférée dans une maison sûre à la périphérie de Varsovie, évacuée sous le couvert de l'obscurité par des agents de la résistance qui comprenaient que la femme et les filles du barbier étaient maintenant des cibles par association. Mais sa boutique elle-même contenait des traces de son travail qu'un examen médico-légal approfondi pourrait révéler. Il avait été méticuleux dans la destruction des preuves évidentes, mais des résidus microscopiques pouvaient rester dans les tuyaux, dans le grain du bois de son plan de travail, dans des endroits qu'il ne pouvait atteindre ou nettoyer sans éveiller les soupçons. Plus important encore, sa disparition confirmerait les soupçons allemands et déclencherait des représailles contre tout le quartier, une punition collective qui verrait des familles innocentes arrachées de leurs maisons et fusillées dans la rue, comme avertissement contre ceux qui hébergeaient des terroristes. Le choix était entre une mort certaine pour lui-même et une mort probable pour des dizaines d'autres. Et Wazowski prit la décision que 3 années d'occupation l'avaient formé à prendre. Il resta. Quand la Gestapo arriva cet après-midi-là, elle trouva Eugeniusz Wazowski assis calmement dans son fauteuil de barbier, lisant un journal, sa boutique immaculée et ordonnée, chaque outil à sa place désignée. Les agents saccagèrent l'établissement avec une brutalité méthodique, brisant les miroirs, arrachant les lames du plancher, fracassant le lavabo en porcelaine pour examiner la plomberie en dessous, et ne trouvant absolument rien qui suggérât autre chose qu'un commerce légitime tenu par un artisan polonais essayant de survivre à la guerre. Ils l'interrogèrent pendant 7 heures dans l'arrière-boutique, exigeant de connaître sa liste de clients, ses fournisseurs, ses associations, et Wazowski répondit à chaque question avec la déférence servile qui l'avait protégé si longtemps, fournissant des registres détaillés qu'il avait soigneusement falsifiés des semaines auparavant, montrant des reçus pour des serviettes achetées à des fournisseurs allemands, des papiers d'enregistrement documentant sa licence commerciale, même des témoignages de clients allemands qui avaient loué son travail avant le début de l'épidémie. La Gestapo voulait l'arrêter de toute façon, agissant par instinct plutôt que sur des preuves, mais elle était contrainte par un problème que Wazowski avait anticipé. Ils avaient déjà arrêté et exécuté tant de travailleurs polonais des services que l'infrastructure soutenant l'occupation allemande était au bord de l'effondrement. Chaque barbier, tailleur, cuisinier et agent d'entretien qu'il fusillait était une personne de moins disponible pour maintenir le confort et l'efficacité que les officiers allemands exigeaient.
Et les autorités d'occupation étaient prises entre leur désir de vengeance et leur besoin de services fonctionnels. À la fin, le pragmatisme l'emporta et Wazowski fut relâché avec un avertissement et placé sous surveillance, sa boutique désignée comme autorisée à poursuivre son activité, mais avec l'entente que toute maladie future parmi les clients allemands entraînerait une exécution immédiate. Il retourna dans sa boutique vide cette nuit-là, s'assit dans le fauteuil où il avait infecté le Hauptmann Weiss et se permit le luxe de trembler de façon incontrôlable pendant 10 minutes avant de forcer ses mains à se stabiliser et de commencer le processus de reconstruction de sa couverture, sachant que le jeu n'était pas terminé, que la survie exigeait qu'il continue la représentation de civilité inoffensive, même tandis que les corps de ses victimes étaient enterrés dans des cimetières militaires allemands à travers la Pologne occupée. La surveillance qui s'abattit sur la vie de Wazowski après son interrogatoire était suffocante dans son exhaustivité, transformant chaque moment de son existence en une représentation pour un public qui ne dormait jamais et ne détournait jamais le regard. 2 informateurs de la Gestapo s'installèrent en permanence dans l'appartement de l'autre côté de la rue, leur silhouette visible derrière les rideaux, tandis qu'ils documentaient chaque personne qui entrait ou sortait du salon de coiffure, chaque conversation menée à portée de voix, chaque écart de routine qui pourrait suggérer une activité clandestine. Le barbier comprit que son utilité pour la résistance avait pris fin au moment où il était devenu une personne d'intérêt, que tout contact ultérieur avec les réseaux clandestins mettrait en danger non seulement lui-même, mais tous ceux qui lui étaient liés. Et ainsi il rompit ses liens complètement, devenant exactement ce que les Allemands voulaient qu'il soit, un artisan effrayé, concentré uniquement sur sa survie, un homme brisé par l'interrogatoire et trop terrifié pour faire autre chose que couper les cheveux et collecter ses maigres revenus. C'était le rôle le plus difficile qu'il ait jamais joué, car il exigeait qu'il abandonne la fierté secrète qu'il avait ressentie dans sa mission, qu'il enterre la connaissance qu'il avait porté un coup véritable contre l'occupation, et qu'il présente au monde un visage de défaite et de soumission. L'Allemand. Les officiers finirent par retourner à son salon, non pas parce qu'ils lui faisaient confiance, mais parce que les salons de coiffure alternatifs tenus par du personnel allemand importé étaient chers, inefficaces et ne parvenaient pas à fournir le niveau de service que Wazowski avait perfectionné au cours de décennies de pratique. Il venait avec une lassitude visible, examinant les serviettes avant qu'elles ne touchent leur visage, surveillant ses mains avec une attention de faucon, certains d'entre eux apportant même leurs propres instruments de rasage et exigeant que Wazowski n'utilise que ces outils. Il satisfaisait chaque demande paranoïaque avec une patience compréhensive, ne montrant jamais de frustration ni de ressentiment, leur permettant de croire que leur prudence était justifiée et qu'ils ne représentaient aucune menace au-delà de la méfiance générale qu'ils attribuaient à tous les Polonais. La vérité était que Wazowski n'avait aucune intention de tenter une nouvelle infection, non pas parce que sa conscience avait finalement submergé sa résolution, mais parce que la fenêtre tactique s'était refermée. Les Allemands étaient désormais alertés de la possibilité de sabotage biologique, et toute nouvelle épidémie déclencherait une enquête qui remonterait jusqu'à lui avec une certitude mathématique. Ce que les occupants ne découvrirent jamais, ce que leur surveillance et leurs soupçons ne pénétrèrent jamais, c'était que l'opération de Wazowski n'avait jamais été limitée à son propre salon. Le docteur Matulewicz avait pris la technique de culture du typhus et l'avait partagée avec 3 autres médecins de la résistance travaillant dans différents quartiers de Varsovie. Et ceux-ci avaient à leur tour recruté leurs propres agents. Une blanchisseuse qui s'occupait des quartiers des officiers, un tailleur qui retouchait les uniformes allemands, une masseuse qui traitait le personnel militaire pour des maux liés au stress. Le salon de coiffure avait été la preuve de concept, la démonstration que la guerre biologique pouvait être menée par des civils ordinaires, utilisant des ressources minimales. Et tandis que Wazowski lui-même était désormais neutralisé par la surveillance, la méthodologie avait métastasé au-delà de son contrôle. Tout au long du printemps et de l'été 1943, les forces allemandes à travers la Pologne occupée connurent des épidémies sporadiques de typhus qui défiaient toute explication épidémiologique, apparaissant et disparaissant sans schéma apparent. Chaque incident suffisamment petit pour éviter de déclencher une enquête à grande échelle, mais collectivement assez significatif pour drainer les ressources, saper le moral, et rappeler à chaque soldat allemand que la population conquise possédait des armes qui ne pouvaient être confisquées ni détectées.
L'impact psychologique de cette guerre invisible se manifesta de manière que les activités de résistance traditionnelles n'avaient jamais atteinte, corrodant l'hypothèse fondamentale d'invulnérabilité qui avait soutenu la machine de guerre allemande à travers ses premières victoires. Les officiers qui avaient volontairement et avec enthousiasme demandé à servir dans les territoires occupés réclamaient désormais leur réaffectation, invoquant des préoccupations de santé que leurs supérieurs ne pouvaient rejeter comme de la lâcheté, parce que la menace était manifestement réelle. Le taux de mortalité dû au typhus parmi le personnel allemand en Pologne dépassait le taux de perte dû aux attaques partisanes d'un facteur de 3. Et bien que les chiffres absolus restassent relativement faibles, le caractère aléatoire de la maladie créait une anxiété omniprésente qu'aucune discipline militaire ne pouvait réprimer. Les soldats commencèrent à refuser d'interagir avec les civils polonais, sauf en cas d'absolue nécessité, ce qui paradoxalement les rendait moins efficaces comme occupants, parce que la collecte de renseignements et le contrôle de la population qui soutenait l'occupation nécessitaient un contact quotidien avec les gens qu'ils subjuguaient. Vassovski observait ces développements depuis son isolement forcé, glanant des informations dans le bavardage nerveux des officiers qui s'asseyaient dans son fauteuil et se plaignaient des conditions en Pologne, des maladies mystérieuses qui semblaient suivre les unités allemandes partout où elles allaient. Du consensus grandissant que cette affectation était maudite d'une manière que la France ou le Danemark n'avaient jamais connue. Il n'accusait jamais réception de ces conversations au-delà de murmures compatissants, ne laissant jamais son expression trahir la satisfaction qu'il ressentait face à leur peur. Mais seule la nuit, dans l'appartement où il vivait désormais, séparé de sa famille, il se permettait de savoir que ses actions avaient compté, que l'arme qu'il avait forgée dans le désespoir s'était révélée plus efficace qu'il n'avait osé l'espérer. Le coup avait été élevé, mesuré en cauchemar sur les cris de mort de Weiss, et dans la séparation permanente d'avec sa femme et ses filles qui restaient cachées. Mais la machinerie de l'occupation avait été endommagée, d'une manière que les balles et les bombes n'auraient jamais pu atteindre. Et cette connaissance le soutenait à travers les longs mois de surveillance et de suspicion qui suivirent. L'apogée de la guerre silencieuse de Wazowski arriva non pas avec une confrontation dramatique, mais avec l'effondrement lent et inexorable de l'efficacité administrative allemande à Varsovie. Une désintégration bureaucratique qui, à l'automne 1943, avait atteint des proportions catastrophiques. Les épidémies de typhus, réelles et imaginaires, avaient créé une crise de confiance qui paralysait la prise de décision à tous les niveaux de la hiérarchie d'occupation. Les officiers refusant d'autoriser des opérations nécessitant un contact étroit avec les civils polonais, et le personnel médical exigeant des protocoles de quarantaine si étendus qu'ils fermaient effectivement des quartiers entiers de la ville. L'appareil de déportation qui avait fonctionné avec une précision industrielle tout au long de 1942 avait ralenti pour ne plus consister qu'en des rafles sporadiques et désorganisées qui donnaient aux populations ciblées le temps de se cacher ou de fuir. Et les programmes de conscription de main-d'œuvre qui avaient approvisionné les usines allemandes en travailleurs esclaves peinaient désormais à atteindre les quotas parce que le personnel responsable de l'organisation des rafles était soit malade, soit mort, soit trop terrifié par l'infection pour accomplir son devoir. Le haut commandement allemand, regardant leur occupation se dissoudre dans le chaos, exigeait des explications et des solutions. Mais les médecins et administrateurs sur le terrain à Varsovie ne pouvaient offrir ni l'un ni l'autre parce qu'ils combattaient un ennemi qu'ils ne pouvaient voir, ne pouvaient prédire et ne pouvaient vaincre. Ce qui rendait la situation véritablement insupportable pour les occupants était l'asymétrie de la souffrance. Tandis que le typhus ravageait le personnel allemand avec une efficacité brutale, la population polonaise semblait mystérieusement résistante aux mêmes épidémies, une anomalie statistique que les chercheurs médicaux allemands ne pouvaient expliquer dans le cadre de leur idéologie raciale. La vérité était plus simple et plus accablante qu'ils ne pouvaient l'admettre. La maladie frappait le plus durement dans des conditions de confort et de propreté relative, où les systèmes immunitaires avaient été protégés de l'exposition constante à faible niveau aux pathogènes qui caractérisaient la vie dans les conditions surpeuplées et insalubres que les Allemands avaient imposées aux civils polonais. La population même que la propagande nazie caractérisait comme inférieure et porteuse de maladies démontrait une résilience biologique que leurs supposés supérieurs ariens n'avaient pas. Et cette inversion des résultats attendus rongeait la confiance allemande d'une manière que les défaites militaires n'auraient jamais pu atteindre.
Les officiers qui visitaient encore le salon de Wazowski parlaient à voix basse de collègues qui avaient développé des obsessions paranoïaques pour l'hygiène, qui refusaient de toucher quoi que ce soit de fabrication polonaise, qui avaient demandé leur transfert sur le front de l'Est, où au moins l'ennemi que vous affrontiez venait vers vous avec des armes que vous pouviez voir. En décembre 1943, l'effet cumulatif de la campagne du typhus avait accompli ce qu'aucun acte de résistance isolé n'aurait jamais pu faire. Elle avait rendu Varsovie ingouvernable par les méthodes d'occupation conventionnelles. L'administration allemande avait été forcée d'importer des milliers de personnels supplémentaires pour remplacer les malades et les morts. Mais les nouveaux arrivants arrivaient déjà infectés par la peur qui imprégnait chaque conversation sur le service en Pologne, et leur efficacité était compromise dès le premier jour. Les chaînes d'approvisionnement qui dépendaient de la main-d'œuvre polonaise s'étaient effondrées ou étaient devenues peu fiables, forçant les Allemands à détourner des ressources de l'effort de guerre pour maintenir leur propre infrastructure d'occupation. Plus significativement, les réseaux de renseignement qui avaient permis à la Gestapo d'infiltrer et de détruire les cellules de résistance avaient été sévèrement dégradés parce que les informateurs et les collaborateurs étaient devenus les cibles d'un autre type de suspicion. Tout Polonais qui travaillait trop étroitement avec les Allemands était désormais considéré par les deux camps comme un vecteur potentiel de maladie, intouchable et isolé, d'une manière qui le rendait inutile pour la collecte d'informations. Wazowski observait cette désintégration depuis son salon de coiffure, toujours sous surveillance, mais de plus en plus sans importance pour les agents de la Gestapo, qui avaient des préoccupations plus pressantes que de surveiller un simple coiffeur. Les informateurs de l'autre côté de la rue avaient été réaffectés après que l'un d'eux eut contracté le typhus, et bien qu'il restât sur les listes de surveillance officielles, l'intensité de l'observation avait diminué pour ne plus consister qu'en des contrôles aléatoires occasionnels qu'il pouvait anticiper et auxquels il pouvait se préparer. Il n'avait pas vu sa famille depuis 8 mois, ne recevant que des messages codés par des intermédiaires qui confirmaient qu'ils étaient vivants et en sécurité à la campagne, cachés parmi des fermiers qui ne posaient pas de questions et ne tenaient pas de registre. La séparation était une douleur constante, une blessure qui ne guérissait jamais, mais il comprenait que leur survie dépendait du maintien de la fiction qu'il était un homme brisé, isolé et vaincu, ne valant plus l'effort d'une surveillance détaillée. L'ironie était que cette fiction était devenue partiellement vraie. Le tribut psychologique de ses actions, le poids accumulé de la culpabilité, de la perte et de la solitude forcée, l'avait transformé en une version creuse de l'homme qui avait pour la première fois pressé une serviette infectée contre le visage du Hauptmann-Weiss. Pourtant, même dans cet état diminué, Wazowski continuait à servir un objectif qu'il n'avait jamais prévu, devenant un symbole au sein de la résistance clandestine de ce que des civils ordinaires pouvaient accomplir contre des obstacles impossibles. Les histoires de la peste du salon de coiffure circulaient à travers les réseaux secrets, les détails souvent exagérés ou déformés, le transformant en une légende qui ne ressemblait guère à l'homme calme et hanté qui se tenait derrière son fauteuil chaque matin. La résistance utilisait son exemple pour recruter d'autres personnes, pour démontrer que des armes sophistiquées et un entraînement militaire n'étaient pas des prérequis pour porter des coups significatifs contre l'occupation. Et le docteur Matulewicz rapporta que la méthodologie du typhus avait été adoptée par des cellules de résistance aussi loin que Cracovie et Lodz, chaque groupe adaptant la technique à leurs circonstances et cibles locales. Wazowski était devenu l'architecte involontaire d'une nouvelle forme de guerre, une forme qui influencerait les tactiques partisanes pour le reste de la guerre et au-delà, bien qu'il ne reçût jamais de crédit ni de reconnaissance pour des innovations que les historiens militaires auraient plus tard du mal à catégoriser ou à comprendre. La véritable ampleur de ce que Wazowski avait déclenché devint apparente durant l'hiver 1944, lorsque les dossiers médico-militaires allemands, capturés plus tard par les forces soviétiques et examinés par des historiens des décennies après la guerre, révélèrent des chiffres qui racontaient une histoire que le Troisième Reich avait désespérément tenté de supprimer. Entre février 1943 et janvier 1944, le typhus avait tué 89 membres du personnel militaire allemand en Pologne occupée, et en avait hospitalisé plus de 300 autres, la majorité des décès étant concentrés parmi les officiers et le personnel administratif
plutôt que parmi les troupes de première ligne. Le coût économique était encore plus dévastateur. La Wehrmacht avait dépensé l'équivalent de 12 millions de Reichsmark en traitements médicaux, installations de quarantaine et personnel de remplacement. Des ressources qui auraient pu équiper 2 divisions d'infanterie complètes pour des opérations de combat. Plus important encore, les dommages psychologiques étaient incalculables, se manifestant par des demandes de transfert, des taux de désertion parmi les forces d'occupation qui dépassaient ceux des zones de combat, et une crise de recrutement qui faisait de la Pologne l'affectation la moins désirable de toute l'armée allemande. La peste du salon de coiffure avait atteint une perturbation stratégique à une échelle qui aurait nécessité des milliers de résistants utilisant des méthodes conventionnelles, et elle l'avait fait à un coût minimal et sans aucune victime parmi la population civile polonaise. Le point de rupture arriva en mars 1944, lorsque le haut commandement allemand prit la décision sans précédent d'abandonner sa doctrine de contrôle total à Varsovie et de mettre en œuvre ce qu'ils appelaient en interne une politique de distanciation administrative. Le personnel allemand reçut l'ordre de minimiser les contacts directs avec les civils polonais, d'utiliser des structures de commandement à distance partout où c'était possible et de s'appuyer de plus en plus sur les forces de police collaborationnistes pour les tâches quotidiennes d'occupation. Ce retrait créa des vides de pouvoir que la résistance polonaise exploita impitoyablement, établissant des gouvernements de l'ombre dans des quartiers où la présence allemande était devenue sporadique, organisant des efforts de secours pour les familles affamées et se préparant au soulèvement éventuel qui viendrait plus tard cet été-là. Wazowski, toujours exploitant son salon de coiffure sous surveillance nominale, devint un témoin improbable du retrait de l'occupation, regardant les officiers qui remplissaient autrefois son carnet de rendez-vous disparaître, remplacés par des soldats nerveux qui ne venaient que sur ordre et partaient aussi vite que possible, leurs yeux ne croisant jamais les siens, leur corps rigide d'une peur à peine réprimée. L'acte final de la guerre personnelle de Wazowski survint un matin de fin juin, lorsque le docteur Matulewicz apparut au salon de coiffure pour la première fois depuis plus d'un an, son visage émacié et vieilli au-delà de ses années, porteur de la nouvelle que la direction de la résistance avait autorisé un soulèvement général contre l'occupation allemande. L'insurrection de Varsovie commencerait en août, et la clandestinité avait besoin de chaque atout, de chaque arme, de chaque personne pouvant contribuer au combat. Mais Matulewicz n'était pas venu recruter Wazowski pour la bataille à venir. Au lieu de cela, il délivra un message selon lequel le commandement de la résistance avait évalué la situation du coiffeur et déterminé que sa contribution la plus précieuse serait la survie, que son histoire devait être préservée pour un avenir où le monde aurait besoin de comprendre comment des gens ordinaires avaient riposté contre un mal impossible en n'utilisant rien d'autre que le courage et des armes improvisées. Wazowski recevait l'ordre d'évacuer Varsovie avant le début du soulèvement, d'emporter ses connaissances et son témoignage à la campagne et d'attendre la libération, parce que la direction comprenait que les héros qui mouraient dans des batailles vouées à l'échec étaient moins utiles que les témoins qui survivaient pour dire la vérité. La décision de fuir ressemblait à de la lâcheté, après tout ce qu'il avait enduré, comme abandonner sa ville dans son moment de plus grand besoin. Mais Wazowski avait appris par une expérience brutale que la résistance efficace exigeait de subordonner l'honneur personnel à la nécessité stratégique. Le 1er août 1944, alors que les premiers coups de feu de l'insurrection de Varsovie résonnaient dans les rues et que les combattants polonais émergeaient de leurs cachettes pour défier l'occupation, Eugeniusz Wazowski se glissa hors de la ville par des tunnels souterrains qui passaient sous la Vistule, n'emportant rien sauf les vêtements sur son dos et un petit journal en cuir dans lequel il avait documenté en entrée codée la méthodologie et le calendrier de son opération de thé. Il émergea dans la campagne tandis que Varsovie brûlait derrière lui, la fumée visible à des kilomètres, et commença la longue marche vers le village où sa famille attendait. Sachant que le salon de coiffure qui avait été son arme et sa prison était presque certainement déjà détruit, réduit en décombres par l'artillerie allemande déterminée à écraser le soulèvement avec une force écrasante. Le soulèvement dura 63 jours avant que les Allemands ne le répriment finalement, tuant plus de 200 000 civils polonais dans le processus et démolissant systématiquement ce qui restait de Varsovie, jusqu'à ce que la ville ne soit guère plus qu'un champ de ruines. Wazowski écouta les rapports de la bataille depuis sa cachette dans la campagne, impuissant à aider, hanté par la conscience que son arme de maladie et de peur avait fait gagner du temps et perturber l'occupation,
mais n'avait pas suffi à empêcher cette catastrophe finale. Pourtant, même dans les cendres de la défaite, l'héritage de la campagne du typhus persistait. Les forces allemandes qui auraient pu être déployées pour écraser le soulèvement plus rapidement avaient été détournées pour faire face à la crise sanitaire continue à travers la Pologne occupée, et les dommages psychologiques infligés aux forces d'occupation avaient contribué à l'hésitation et à la désorganisation qui permirent au soulèvement de durer aussi longtemps. Le salon de coiffure avait peut-être été détruit, la ville avait peut-être été réduite en décombres, mais la preuve que des civils ordinaires pouvaient mener une guerre sophistiquée contre une machine militaire moderne avait été établie, documentée et préservée pour un avenir qui aurait besoin de ces leçons. La libération vint en Pologne non pas comme la joyeuse délivrance de la tyrannie que Wazowski avait imaginée pendant les jours les plus sombres de l'occupation, mais comme le remplacement d'un régime totalitaire par un autre. L'armée rouge soviétique balayant le pays en janvier 1945 avec un agenda qui laissait peu de place à la célébration des actes individuels de résistance qui avaient soutenu l'espoir polonais à travers 6 années de brutalité allemande. Le coiffeur émergea de sa cachette rurale pour trouver Varsovie transformée en un paysage de destruction totale. Des quartiers entiers effacés de l'existence. La rue où son salon s'était tenu, maintenant indiscernable d'un millier d'autres tas de décombres qui s'étendaient jusqu'à l'horizon. Il chercha pendant 3 jours avant de trouver l'emplacement approximatif de son salon de coiffure, marqué seulement par un fragment de son miroir brisé, incrusté dans le sol gelé, et il se tint là dans la neige, comprenant que les preuves physiques de sa guerre avaient été oblitérées aussi complètement que les vies des officiers qui l'avaient infecté. Les nouvelles autorités soviétiques n'avaient aucun intérêt pour les histoires de sabotage biologique menées par des civils individuels, préférant les récits de résistance communiste organisée qui correspondaient à leurs exigences idéologiques. Et Wazowski apprit rapidement que la survie sous ce nouveau régime exigeait le même anonymat prudent qu'il avait protégé sous les Allemands. Les retrouvailles avec sa famille, quand elles eurent finalement lieu au printemps de 1945, furent marquées par une distance qu'aucune durée de temps n'aurait pu créer seule. La séparation ayant transformé sa femme et ses filles en personnes qu'il reconnaissait, mais ne connaissait plus pleinement. Elles avaient survécu à leur propre guerre dans la campagne, endurant des dangers différents et développant des cicatrices différentes. Et l'homme qui leur revint n'était pas le coiffeur du quartier qui les avait envoyés au loin, mais quelqu'un de plus dur, plus silencieux, portant un savoir qui ne pourrait jamais être pleinement partagé ou compris. Ses filles, maintenant adolescentes, le regardaient avec un mélange d'amour et d'incertitude. Sentant que leur père abritait des secrets qui le rendaient inaccessible d'une manière que la distance physique n'avait jamais eue, il tenta de reprendre un semblant de vie normale, trouvant du travail dans le bureau administratif d'une ferme collective, parce que Varsovie n'avait pas besoin de coiffeurs dans une ville sans habitants. Mais les tâches banales de tenue de registre et de gestion des approvisionnements semblaient une punition après l'intensité de sa mission de guerre, une lente suffocation du sens qui le laissait vide et agité. Le docteur Mateusz Lewkowicz avait également survécu à la guerre, mais de justesse, émergeant des ruines du soulèvement de Varsovie avec des blessures qui le laissèrent partiellement handicapé et une fragilité psychologique qui se manifestait par des épisodes paranoïaques où il devenait convaincu que la Gestapo cherchait encore des preuves de leur campagne de guerre biologique. Les deux hommes se rencontraient périodiquement dans les années qui suivirent immédiatement la libération, toujours dans des lieux publics où leurs conversations pouvaient paraître décontractées et innocentes. Et pendant ces rencontres, ils débattaient de ce qu'il fallait faire du savoir qu'ils possédaient. Lewkowicz voulait publier leurs découvertes dans des revues médicales pour contribuer à la compréhension scientifique de la transmission des maladies et des tactiques de résistance. Mais Wazowski comprenait que de telles révélations dans le climat politique actuel seraient dangereuses, que les autorités soviétiques verraient leur programme de guerre biologique non autorisé comme une preuve d'indépendance dangereuse et les puniraient en conséquence. Le compromis qu'ils atteignirent fut le silence, au moins pour le présent, préservant leur documentation dans des endroits cachés et attendant un environnement politique qui pourrait permettre à la vérité d'émerger sans les détruire dans le processus. Le coût de ce silence devint apparent au fil des années, et Wazowski regarda le récit de la résistance polonaise être systématiquement réécrit pour glorifier les partisans communistes tout en effaçant ou minimisant les contributions des combattants non communistes
et des civils qui avaient mené leur propre guerre contre l'occupation. La peste du salon de coiffure disparut des histoires officielles. Ses victimes attribuées à des épidémies naturelles ou à des maladies inexpliquées, et la perturbation stratégique qu'elle avait causée à l'occupation allemande fut créditée aux activités partisanes conventionnelles qui s'intégraient plus confortablement dans les récits de propagande soviétique. Wasowski fit une tentative pour corriger le récit, soumettant un compte-rendu soigneusement aseptisé de ses activités à une commission historique gouvernementale en 1948, et reçut en réponse une visite d'officiers de sécurité qui suggérèrent fortement qu'il avait mal mémorisé les événements et que toute discussion ultérieure sur le sabotage biologique serait interprétée comme la diffusion de désinformations dangereuses. Il comprit le message et se retira dans le silence, ajoutant cette défaite finale à la collection de compromis et de suppressions qui était devenue la caractéristique définissante de son existence d'après-guerre. Pourtant, malgré le silence officiel, des histoires sur le mystérieux coiffeur qui avait empoisonné des officiers allemands circulaient à travers les réseaux informels de survivants de la résistance, acquérant des qualités mythiques en passant de personne en personne, les détails devenant de plus en plus dramatiques et éloignés de la réalité de ce qui s'était réellement passé. Wasowski entendait ces histoires occasionnellement, des versions chuchotées de sa propre vie qui ne ressemblaient guère à ses souvenirs, et il ne les corrigeait jamais parce que la légende servait un but que la vérité ne pouvait pas servir. Elle donnait aux gens l'espoir que l'action individuelle comptait, que des civils ordinaires pouvaient porter des coups significatifs contre la tyrannie et que les puissants n'étaient jamais aussi invulnérables qu'ils le paraissaient. Le vrai Eugeniusz Wasowski aurait pu être oublié, enterré sous le révisionnisme soviétique et l'amnésie générale qui s'installa sur la Pologne après la guerre. Mais le coiffeur mythique qui avait transformé la maladie en arme contre le Troisième Reich vivait dans la mémoire collective d'un peuple qui avait besoin de croire que la résistance était possible, même dans les circonstances les plus sombres. La véritable histoire d'Eugeniusz Wasowski resta enterrée dans le silence et la censure pendant près de 4 décennies, émergeant dans la conscience publique seulement après que l'effondrement de l'Union soviétique permit aux historiens polonais d'accéder aux archives qui avaient été scellées depuis la fin de la guerre. En 1991, un chercheur examinant les dossiers médicaux militaires allemands découvrit l'anomalie statistique qui avait hanté les autorités d'occupation à Varsovie. La concentration inexplicable de décès par typhus parmi des officiers qui n'avaient aucun lien épidémiologique apparent, sauf leur utilisation partagée des services polonais locaux. La découverte déclencha une enquête qui mena finalement à Wasowski lui-même. À cette époque, un homme âgé vivant dans une obscurité tranquille dans un petit appartement à Łódź, et quand les historiens arrivèrent à sa porte demandant une interview, il refusa d'abord de parler. Des décennies de silence forcé étant devenues une habitude trop profondément ancrée pour être facilement brisée. Il fallut des semaines de persuasion douce avant qu'il n'accepte finalement de raconter son histoire. Et quand il le fit, présentant le journal en cuir qu'il avait préservé à travers 5 décennies de bouleversements politiques, les historiens comprirent qu'ils assistaient à la révélation de l'un des actes de résistance civile les plus sophistiqués et réussis de la guerre. Ce qui rendait l'opération de Wasowski remarquable n'était pas seulement son succès tactique, mais sa démonstration d'un principe que les stratèges militaires avaient constamment sous-estimé. Que la guerre asymétrique menée par des civils motivés, utilisant des méthodes improvisées, pouvait atteindre des effets stratégiques bien au-delà de leurs capacités apparentes. La peste du salon de coiffure avait coûté au Troisième Reich plus en trésors, en main-d'œuvre et en morale que des dizaines d'attaques partisanes conventionnelles. Et elle l'avait fait tout en maintenant une sécurité opérationnelle si complète que l'ennemi n'avait jamais définitivement identifié la source de la menace. Les historiens militaires modernes étudiant l'opération ont noté sa sophistication, la façon dont Wasowski comprenait instinctivement les principes de déni plausible, de sélection des cibles et de guerre psychologique que les agences de renseignement professionnelles passent des années à enseigner à leurs agents. Il avait transformé sa connaissance intime des routines et des vulnérabilités de son ennemi en une arme plus dévastatrice que n'importe quelle bombe, prouvant que l'observation détaillée et la pensée créative pouvaient surmonter de vastes disparités de ressources et de pouvoirs. La reconnaissance qui vint finalement à Wasowski dans ces dernières années sembla à la fois justifiante et creuse.
Des médailles et des honneurs décernés par des gouvernements qui avaient passé des décennies à supprimer son histoire. Des cérémonies officielles qui ne pouvaient pas restaurer les années perdues dans l'anonymat forcé ou le réunir avec les membres de sa famille qui étaient morts sans connaître toute la vérité de ce qu'il avait fait. Il donna des interviews à des journalistes et des historiens, toujours attentifs à souligner la complexité morale de ses actions, refusant d'accepter la caractérisation de simples héros, et insistant sur le fait que l'utilisation de la maladie comme arme avait été une mesure désespérée née de circonstances impossibles, plutôt qu'une tactique qu'il recommanderait ou célébrerait. Quand on lui demandait s'il avait des regrets, il parlait du Hauptmannweis, des cris qui hantaient encore ses rêves, de la conscience que la guerre biologique, une fois déclenchée, ne pouvait pas être précisément contrôlée ou facilement contenue. Il maintenait que ses actions avaient été nécessaires et efficaces, mais aussi qu'elles lui avaient coûté quelque chose d'essentiel dans sa propre humanité. Un prix qu'il avait payé volontairement, mais que personne ne devrait romancer ou minimiser. Eugeniusz Wazowski mourut en 1996 à l'âge de 14 ans, ayant vécu assez longtemps pour voir son histoire enfin racontée, mais pas assez longtemps pour être témoin de l'impact complet de son témoignage sur la compréhension contemporaine de la guerre de résistance. Ses funérailles furent suivies par des historiens, des vétérans du soulèvement de Varsovie, et une poignée de survivants âgés qui se souvenaient des maladies mystérieuses qui avaient frappé les forces d'occupation allemandes. Et dans les éloges prononcés sur sa tombe, les orateurs peinèrent à capturer adéquatement les contradictions d'un homme qui avait été simultanément un guérisseur et un tueur, un lâche et un héros, un criminel de guerre selon toute définition technique, et pourtant indéniablement un patriote qui avait servi son pays avec un courage extraordinaire. Le journal en cuir qui documentait son opération de typhus réside maintenant dans les archives de l'Institut polonais de la mémoire nationale. Ses entrées codées, déchiffrées et analysées par des chercheurs étudiant le spectre complet des tactiques de résistance employées pendant l'occupation nazie. Et il témoigne de l'ingéniosité et de la détermination des civils qui refusèrent d'accepter la défaite, même quand toute forme conventionnelle de résistance semblait impossible. L'héritage de la peste du salon de coiffure s'étend bien au-delà de son succès tactique immédiat ou de sa contribution à la perturbation de l'occupation allemande de Varsovie, résidant plutôt dans les questions inconfortables qu'il soulève sur l'éthique de la guerre de résistance et les extrémités auxquelles des gens ordinaires peuvent être poussés par un mal extraordinaire. L'histoire de Wazowski défie les récits confortables sur la Seconde Guerre mondiale qui divisent le monde proprement en héros et méchants, forçant la confrontation avec la réalité que combattre le mal absolu exige parfois d'embrasser des méthodes qui seraient inconcevables dans tout autre contexte. Son opération prouva qu'un seul civil avec des connaissances spécialisées et une détermination inébranlable pouvait infliger des dommages stratégiques à une machine militaire moderne. Mais elle démontra aussi les coups psychologiques et moraux de manier un tel pouvoir, la façon dont des actions nécessaires peuvent corroder l'âme même en servant des causes justes. À une époque où les conflits asymétriques et les mouvements de résistance civile continuent de façonner la politique mondiale, l'histoire du coiffeur qui transforma le typhus en arme contre le Troisième Reich reste d'une pertinence urgente. Une étude de cas à la fois sur le potentiel et le péril de la guerre improvisée, menée par des gens ordinaires contre une oppression écrasante. Le salon de coiffure a disparu. Varsovie a été reconstruite. Le Troisième Reich s'est effondré en cendres et en jugement. Mais la vérité que Wazowski a prouvée avec des serviettes infectées et des mains fermes perdure. Que le pouvoir, peu importe à quel point il paraît absolu, est toujours vulnérable à ceux assez courageux pour trouver ses faiblesses et assez impitoyable pour les exploiter sans merci. Et,